Au début des années 90, le paléontologue français Jean-Loup Wellcome, spécialiste des mammifères de l'Université de Montpellier, se lance dans une incroyable aventure pour tenter de retrouver la trace de ce colossal animal. L'artiodactyle, petite vertèbre de poisson, dents de crocodile. Le géant disparu fait parler de lui pour la première fois en 1910 au Baloutchistan, province isolée à l'ouest du Pakistan. Le paléontologue anglais Foster Cooper découvre dans une vallée perdue, qu'il mentionne sous le nom de Lundo, des ossements gigantesques. Un mammifère a-t-il pu égaler la taille des dinosaures? Foster Cooper identifie un rhinocéros géant dépourvu de cornes qu'il nomme Baloutchitherium, la bête du Baloutchistan. Il rapporte en Angleterre d'impressionnants fossiles, mais l'animal demeure une énigme, car la guerre d'indépendance indienne ferme la région aux étrangers. C'est le fil d'une histoire interrompue depuis près d'un siècle que Jean-Loup Wellcome s'efforce de renouer dans ces collines arides, où selon un proverbe, Allah se serait débarrassé des rebuts de la création. Il rêve de retrouver le fabuleux gisement de Foster Cooper, situé sur le territoire de la tribu des Boukti, une des nombreuses ethnies baloutches. Mais la province demeure en proie à d'incessantes luttes de clans. En 1993, Wellcome parvient à entrer en contact avec le puissant chef des Boukti. Après des années de palabres, il est le premier étranger autorisé à pénétrer sur le territoire de la tribu. Il s'initie à la langue, aux coutumes, se plie aux règles strictes du code d'honneur baloutche. Enfin reconnaissance suprême, il est convié par le Nawab, seigneur des Boukti, au grand conseil qui réunit tous les chefs de clan. À la veille du départ de la mission 2000, Wellcome est fier de présenter l'un de ses plus beaux fossiles, découvert l'année précédente, un morceau de la mâchoire d'un jeune Baloutchitherium. So it's a young male. I think it's a young male. So I could pass to the people that can touch and have a look on it. How old is that? And this is more than 30 million years. Pour les guerriers rassemblés ici, il est désormais intouchable. I'd like to explain to those people that I'm here for the last 6 years. Following the footprints of this big animal. Le lendemain, l'équipe est sur le départ. Kehar est le chef de la garde rapprochée qui prend en charge la sécurité de l'expédition. Pendant des années, Wellcome a parcouru la région à la recherche du site perdu de Lundo, localisé de façon imprécise par Foster Cooper. Premier indice en 1997, un doigt de Baloutchitherium est découvert. Mais ce n'est qu'au cours de l'expédition de 1999 qu'il retrouve le fameux gisement. Il se lance alors un défi, reconstituer un squelette complet de Baloutchitherium. Une tâche qu'il s'est juré de mener à bien cette année. Une touchante complicité unit désormais ce chercheur original et les guerriers qui l'ont adopté. Lelo katamha. Nee, brach. Ati. Ati. Alu. Bala. Nee, ik doe het in chat. Pas.
Les collines désertées depuis si longtemps par la vie gardent la mémoire d'un géant oublié. On a peine à imaginer que ce paysage minéral fut jadis une forêt dense capable de lui fournir sa ration quotidienne d'1 tonne de végétaux. Dans le vallon de Lundo, la collecte commence. Avec l'aide de Grégoire Métet et de Laurent Marivaux, jeunes spécialistes des mammifères de l'Université de Montpellier. Inutile de fouiller, les fossiles, témoins d'une très ancienne hécatombe, jonchent le sol par dizaines. C'est ce qu'il y a dans la ravine à droite, là, il en Ah ouais, reste. juste là, ouais. Je vais prendre un caddie. Ça va ensemble, hein. Ah ouais, Très très gros os. J'ai pas voulu séparer. Je sais pas si c'est un numérus, mais c'est gros. Faut essayer de le reconstituer, je vais faire les autres morceaux. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On se retrouve dans une aire un peu limitée, qui fait bon, peut-être 200 mètres sur 200 mètres, avec un véritable champ d'ossements. Et ce champ d'ossements, ben, ce sont un peu regroupés les os de plusieurs individus. On a compté peut-être une vingtaine d'individus, les restes d'une vingtaine d'individus de balouchithères. Il y a des mâles, il y a des femelles. Et la question un peu de savoir comment se trouvent regroupés tous ces os disloqués, parce qu'on n'a pas trouvé de pièces en connexion, eh ben, un peu à l'exemple des fleuves africains actuels, on peut imaginer une grande rivière, peut-être en crue, avec des animaux qui traversent, des animaux qui se trouvent pris par le courant, noyés, et puis ces animaux sont emportés par le courant, évidemment, et se retrouvent un peu plus bas dans le méandre du fleuve, là où l'énergie est un peu plus faible. Ils sont évidemment à ce moment-là la proie des crocodiles. Et c'est comme ça qu'on retrouve sur certains ossements des marques des dents des crocodiles. Et se retrouvent en noyés et dans la boue à l'endroit de la rivière où le courant est faible et où les boues se déposent. Et c'est comme ça qu'ils sont préservés, mais malheureusement disloqués. Baluchitherium doit son extraordinaire destin à la dérive des continents. Il y a 100 millions d'années, lorsque le supercontinent Gondwana, qui regroupait toutes les terres émergées du sud, se disloque, la plaque indienne migre vers le nord à travers l'océan Indien. Il y a 55 millions d'années, elle percute la plaque asiatique. Il y a 43 millions d'années, le contact est total. La plaque indienne pénètre sous l'Asie. Ce mouvement provoque cassures et plissements à l'origine de la future chaîne de l'Himalaya. Au pied de ces reliefs naissants, une plaine alluviale fertile se forme. Il y a 35 millions d'années, Baluchitherium apparaît et prospère dans une luxuriante végétation tropicale qui a fait place depuis à un grandiose désert de pierre. Le bout de cubitus. Parce qu'attention, il y a des bouts qui y sont là. Regarde ça là. C'est beau ça. Ça c'est autre chose. Non, non, ça c'est. Non, c'est un numérus. Ça va. Je vais voir, il faut absolument. Mais, place aux spécialistes. Hein. Très souvent, quand on est depuis un moment en train de camper avec les autochtones, ce qui se passe, c'est que on est avec Kéhar qui leur explique exactement ce qui nous intéresse, les morceaux qui nous intéressent. Ils voient les os et ils en parlent autour d'eux. Et puis petit à petit, de camp à camp, ils en parlent. Ils nous ramènent des pièces au camp, très souvent, ou alors ils nous emmènent dans des endroits, puis là, c'est parfois la surprise. Parfois la bonne surprise, rarement la bonne surprise. C'est-à-dire l'os d'1 mètre se transforme en petit bout de 10 cm. Ce qui nous est arrivé hier, ce qui nous arrive assez souvent. Mais enfin, des fois, ils nous ont emmenés ici, par exemple. La première fois, ils nous ont amenés ici. C'est un berger. Donc, à chaque fois, il faut miser. Et puis, si on ne mise pas, ben, on ne gagne jamais. C'est un peu le jeu. Hein. Non, on
Alors, est-ce que c'est la branche montante, un morceau de la branche montante? Attention, c'est cassé. Et qu'il y aurait ça derrière là. Avec l'insertion pour le Oui, masséter. ouais. Avec ça, qu'est-ce que c'est que ce truc derrière? C'est pas net. Attention, Elle est fragile. c'est en deux. Ah ben non, cassé, c'est en c'est deux cassé, carrément. c'est Là, c'est en deux. C'est entier pour le moment, mais Tiens. ça durera pas. Attends, mais Bah oui, c'est joli, on a la mesure de la dent. Attends, mais c'est pas de l'os, ça arrête. Donc ça viendrait là. Un truc comme ça? Je suis pas sûr. Moi non plus. Hein. Franchement, je suis vraiment pas sûr. Est-ce que c'est du mammifère? Est-ce que c'est du plastron de tortue? Non, non. De grande tortue. Bon, on verra l'analyse. Bizarre. Allez, hop. Ah non, c'est pas possible. Non. Ah, on va pas les laisser quand même. Ah ça c'est dur, hein. Allez, on y va. Attends. T'es pas assez chargé, toi. Tiens donc, attends. Oh, c'est jeune maintenant. Plus aucun respect. Et alors ils obéissent plus, hein. C'est pas possible. Ah ben ça m'aide un peu. Eux au moins. On n'est qu'à l'étape de sondage, prospection est faite, et là il s'avère que c'est quand même, en fouille, ça doit être un gisement exceptionnel, fabuleux. Parce que les sondages jamais ne révèlent autant d'os en surface. Donc si une fouille doit se faire, et ça serait bien qu'elle se fasse, c'est sans doute des squelettes complets, en connexion peut-être, ou peut-être pas, qui sont là et qui nous attendent dessous là. Là, pour l'instant, le sondage révèle une quantité monstrueuse d'ossements. Et c'est que la petite partie émergée de l'iceberg, uniquement. La fossilisation, c'est un miracle. C'est un miracle. Quand les animaux meurent sur le sol dans une forêt, ils n'ont aucune chance de se fossiliser. Absolument aucune chance. Si par chance ils sont noyés, enfin par chance, pas pour eux-mêmes, mais si par chance ils sont noyés dans des rivières et rapidement ensevelis dans les boues, alors là ils ont une chance de se conserver. S'ils sont préservés dans des boues assez rapidement ou dans des chenaux comme ici dans des sables marneux, alors ils sont vraiment à l'abri déjà du soleil, à l'abri des charognards, à l'abri des bactéries, et tout doucement, par percolation à travers les sables, les minéraux qui sont dissous par les pluies, par l'eau et qui pénètrent dans les sables, vont se fixer sur l'os qui est une matière poreuse, et tout doucement celui-ci va se transformer et devenir beaucoup plus solide évidemment. Pas net. Ça, c'est ça. Oh. Il y a une préparation. Nous pensons qu'il n'est pas possible d'avoir une idée définitive de l'âge de la ou des faunes de Bouti. It's a stupid game. Yeah. Yeah. Yes. Les paléontologues consacrent plusieurs années à préciser l'histoire géologique de la région. En utilisant des fossiles bien connus comme marqueurs temporels, ils identifient et datent 12 niveaux sédimentaires sur une épaisseur de 300 mètres.
Ils établissent que tous les fossiles de Baluchitherium sont au-dessus d'une couche de sédiments marins datée de 40 millions d'années et en dessous d'une couche dite à mastodonte du nom des ancêtres de l'éléphant datée, elle, de 20 millions d'années. On arrive à la main, doucement. Voilà, c'est un os complet. Un carpien complet. Il y a un chaos crânien. Puis ils affinent la datation. Baluchitherium a vécu environ 11 millions d'années, de moins 35 à moins 24 millions d'années. Ça va peut-être ensemble. Mais pourquoi le géant a-t-il disparu? On a la colle là? Oui, on a de la colle. Je vais l'encoller tout de suite. Je sais pas si on a de l'eau. On a dans le sac. Alors, les petits pôles sont dans le caddie. Les mouvements tectoniques qui ont façonné son berceau vont causer sa perte. Il y a 22 millions d'années, le rapprochement de l'Afrique et de l'Eurasie modifie la circulation des eaux de la Thétis, la mer primitive. Le climat s'assèche. La forêt tropicale se mue peu à peu en savane, végétation sans doute insuffisante pour contenter un si gros mangeur. Le règne du plus grand des mammifères terrestres s'achève. Il n'aura pas de descendants. Qu'on faisait avant avec la toile de sac. Il fallait découper, faire du plâtre. Oh, ça marche aussi bien. Hein. Ouais, mais Bon, super rapide. Hein. C'est moderne, hein, dis donc, avec un demi-verre d'eau. Avant, il fallait 20 litres d'eau. Hein. Plein désert, c'est dur. Hein. Bon, là, il m'en faudrait un petit fond quand même pour lisser tout ça. Si vous aviez, ce serait pas mal du tout. Et voilà le bébé. Prends-le par les deux, et tu me soulèves les deux. Moi, je le retourne. Ok? Oui, c'est bon. Ouf. Voilà. Parfait, non, parce que j'ai pété. Un petit peu de l'os qui a sauté. On va le remettre dans le plat pour le recoller après. Bien sûr, bien sûr, de ce côté. Jour après jour se complète le puzzle commencé l'année précédente. Pour Jean-Loup Welcome, un rêve de 7 ans se concrétise peu à peu. Les fossiles, soigneusement protégés, sont rangés dans des malles par catégorie. Morceaux de cubitus, fémur, carpe, métacarpe, phalange. Des pièces choisies avec soin sur des animaux de taille comparable afin de reconstituer pour la première fois un authentique Baluchitherium. Fruit de 2 semaines de collecte, plusieurs centaines de kilos d'ossements prennent tant bien que mal le chemin du retour. C'est dans les mêmes circonstances que Foster Cooper rapporte avoir perdu au cours de l'expédition de 1911 un de ses plus beaux fossiles, un bassin de Baluchitherium placé sur le dos d'un dromadaire et réduit en miettes par les secousses. Bravo, hein? Bravo les gars, hein? Vraiment franchement, un boulot dur. Hein? Voilà. Et alors l'os, le plâtre qu'on a fait ce matin. Alors 100 ans après, la même situation qu'avec Foster Cooper.
Pourtant avec des moyens plus modernes, sauf le dromadaire. Bon. Explosé. Je suis tombé avec le panier. Tu veux voir le résultat? Ma gourde est tombée, ça c'est bien. Je suis tombé, c'est pas grave. Voilà ce qui se passe et ce qui s'est passé avec Foster Cooper il y a 80 ans. Alors heureusement, c'était un os dont on avait quand même plusieurs exemplaires en meilleur état. Enfin voilà, le beau petit plat de ce matin, il s'est vidé dans le caddie. Ah, ça fait, c'est la petite histoire, hein, c'est bien. Finish. Nene. Et Pogori et Gurk. Lello. मस्त नवा शल्ले तरब लड़ो से हमारा वरा ओ मन शल्लानो के मना बाजिर समोआ दातंग जी ओ कर गजी लम्मी बाजिरा जंपा को बुना मस्त नवा शल्ले तरब लड़ो से हमारा वरा ओ मन शल्लानो के मना बाजिर समोआ दातंग जी Dans quel environnement vivait Baluchitherium? Sous quel climat? En compagnie de quelle faune? En cherchant d'autres sites fossilifères contemporains de l'animal pour faire avancer l'enquête, Wellcome a découvert au sud du pays Boukti un gisement exceptionnel, Pali, une lentille dans le jargon des paléontologues, qui se révèle un véritable filon. Il faut être un peu fou pour venir décaper une colline comme ça à 8000 km de Paris. Hein. Il y a un vrai problème. Les paléontologues ont un problème. Le problème du temps qui s'écoule. Il y en a qui deviennent religieux. Il y en a qui finissent tout. Comme on dit, c'est comme avec la méningite. Ou bien on meurt, ou bien on devient idiot. J'ai eu la méningite. Eh ouais. Une truelle, ça serait bien. Bon, si vous n'utilisez pas les 2 pelles, je peux en avoir une? Non, on utilise. Bon. Ça, dans le grossier, ça sera très intéressant, à mon avis. Il y a ces îles de rongeurs là. C'est ça. Même pour les petits trucs, hein, grosses plaques. Ah, tout à fait. Phalomus. Phalomus, allez, hop, 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 hop. On n'a jamais eu un niveau aussi épais. Regarde, il va de là, oh, ou pas. Eh les gars, petit calcanéo. Attends. Il y est. Complet. Hein. Complet. Artiodactyle. Passe ensemble. Ouais, c'est magnifique. Il faut, voilà, un petit calcanéum complet, un os du talon Ouais. d'un artiodactyle. Il est fragile. Hein. Ouais. Bon, ben alors, quand t'as vu le gisement, l'épaisseur qui se fait là, il est d'ici à là. Et c'est là qu'on aura le mandibule. Oui. Là, ça devient de plus en plus, attends. Ne recouvre pas. On va laisser tomber en bas là. Oui, les sacs qu'il y a là, je crois qu'on va les laver après. Hein. Parce que là, il y a du mammifère par contre. Ouais. Beaucoup. Allez, on y va. Et aujourd'hui, on a quand même ramassé, quoi, en 1 heure? On a ramassé tout ça, hein, beaucoup.
l'artiodactyle, donc il y a du mammifère continental mêlé à du poisson, du requin. Ce sont tous des éléments qui sont intéressants au point de vue corrélation d'âge. On va pouvoir, si tu veux, comparer cette petite faune, cette faune moyenne avec celle qu'on connaît dans d'autres secteurs de l'Asie, et puis en Europe, en Afrique, ça nous donne une idée de l'âge du gisement. Comme c'est en association avec Baluchiter, ça donne des précisions sur l'âge de Baluchiter. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Et puis quand même, il faut bien se dire que n'avoir que Baluchiter tout seul, si on veut reconstruire un petit peu son environnement, quoi, le paysage dans lequel il vivait, bien, tous ces petits animaux, ça va nous permettre de comprendre un petit peu si c'était vraiment forestier, si c'était proche de l'eau, le type de climat dans lequel vivaient ces animaux. On va pouvoir reconstruire un petit peu le monde dans lequel ils vivaient. Une faune de petits rongeurs, mais aussi d'étranges ruminants, des carnivores inconnus en Asie du Sud. Au cours d'une opération de tamisage, l'équipe a fait l'an dernier une découverte extraordinaire, des dents de primates. Or, la communauté scientifique s'accorde à penser que tous les représentants de cet ordre sont éteints en Asie à cette époque. Mesurant toute la portée de cette trouvaille, Jean-Loup Wellcome appelle en renfort le professeur Jean-Jacques Gégère de l'Université de Montpellier, spécialiste des primates asiatiques. C'est intéressant ça. Tu sais, Lucie, elle sort de tamis comme ça. Hein, Ah ouais. parce qu'il faut pas croire que c'est un individu. Hein, Non. Ça a été des mois. Poursuivant le travail de fourmis commencé l'année précédente, Wellcome et ses collègues parviennent à identifier 7 espèces différentes de primates, confirmant leur présence massive en Asie. L'intérêt du site de Pali pour nos recherches est considérable parce qu'il comble une lacune de nos connaissances dans l'histoire, pour nous, des mammifères d'Asie. Lacune qui était d'environ de plus de 10 millions d'années, entre moins 40 et moins 25 millions d'années. Cette lacune est particulièrement importante pour un groupe qui est notre groupe, le groupe dont nous sommes issus, à savoir les primates anthropoïdes. Le chapitre de l'histoire de la vie reconstituée à Pali nous concerne au premier chef. Les primates anthropoïdes, notre famille, ne sont peut-être pas d'origine exclusivement africaine. Les grands singes d'Asie, orang-outans, gibbons, de même que les espèces africaines, et par conséquent l'homme, pourraient fort bien être apparus en Asie. C'est l'histoire de l'humanité que l'enquête sur Baluchiterium éclaire d'un jour nouveau. Chaque nuit au laboratoire, l'équipe examine la récolte du jour. La diversité des fossiles est telle qu'elle renforce l'hypothèse de l'origine asiatique de bien des groupes. Cochons, écureuils, rongeurs, rhinocéros et même les cétacés. Il y a 20 ans, 30 ans, lorsque l'on cherchait à connaître l'origine d'un groupe, dont l'origine était inconnue en Europe, on disait ça vient d'Asie. Et c'était l'explication miraculeuse, mais personne ne pensait aller voir en Asie pour le vérifier. Et c'est normal parce que c'est le plus grand continent quand même, au point de vue superficie, diversité des climats. Donc c'est normal, c'est la mère patrie de tous les groupes, y compris du nôtre. Ouais, sinon, je veux dire, au niveau continent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Afrique avec le Fayoum. Et voilà, ça c'est un peu une folie. C'est très riche. l'Arabie avec Oman, avec Oman, c'est tout. C'est très riche, Fayoum. Oui. Mais c'est fouillé depuis 100 ans. Nous, ça fait 1 an. En fait, ça fait 1 an, non, je veux dire, sur place, qu'est-ce qu'on a passé 15 jours. Même pas en tout. Et on a déjà des résultats formidables, donc c'est un gisement à fouiller. Hein. Tu disais l'autre jour 10 ans, j'espère que la lenterie tiendra 10 ans. On a ici les témoins du contact avec l'Afrique et des migrations de grands groupes de mammifères.
À voir dans quel sens ils vont. Donc, d'après les hypothèses anciennes, ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre sens. Voilà. Moi, à mon avis, la plupart des groupes viennent d'Asie, vont en Afrique. Oui. Et pas le contraire. Bon, ben là, ça change tout. Ça change tout. Ça va pas être facile à faire accepter, mais c'est comme ça, hein, c'est un fait. Ça va être difficile. Hein. L'animal qui bouscule ainsi des certitudes trop bien établies repose pour l'heure en pièces détachées dans une dizaine de cantines métalliques. Mais sa renaissance est proche. L'homme est orgueilleux et têtu, hein. Pourtant, faire ça, quand même. Là, dans les conditions qu'on a, c'est pas possible. Faire un chemin. Faut dire que pour trouver un endroit plat dans le coin, c'est difficile. Qu'est-ce que tu vas faire là-haut avec ça? Ben, on remonte tout ça parce qu'on a un bel endroit plat. On va reconstituer le squelette de Balouchiter. Enfin, on va faire une tentative de reconstitution composite d'un squelette avec des autres plusieurs individus. Mais je pense qu'on a un squelette composite complet. Donc il faut rester quand même sur le bon composite, parce qu'un squelette complet implique un seul individu. Et complet implique tout à fait complet. Là, on va tenter une reconstruction d'image de Balouchiter qui nous permettra de dessiner son profil et d'imaginer un petit peu mieux l'allure du corps de cet animal fabuleux. Mais on n'est pas au bout encore. On a 1 tonne à monter. Alors, on prépare le chemin. On va voir. On va tirer les caisses. Elles sont insoulevables. Ça va, c'est l'autre. Il est monté tout ça. Oh, 1, 2. C'est peut-être un peu exagéré. Ah, mais tu l'as déjà mis. Ouais, j'ai mis la tête C'est du pas mélos. celle-là? Mais ça, c'est celle de l'autre patte. Hein. je signale. De Non, l'autre patte, ça? je sais pas. Attends, hein. Il va partir par Peu là-bas. importe, on le mettra là. Voilà, on écarte solide. Hein. Voilà. Je vois comment ça se fait qu'il est de l'autre côté. Semblait bien. Voilà. Ça, c'est juste. Bon. Très bien. Et là, attends. Pas si vite, les gars. Hein. Vous avez un bout de radius, là? On a un bout de radius, un bout de cubitus, mais on n'a pas d'humérus. Pas d'humérus du tout? Non. Sachant que s'il a les pattes avant plus longues que les pattes arrière, il faudrait baisser un petit peu le niveau du bassin, oui, c'est ce que je pensais. On y est déjà, là. Alors, ce qu'on a fait, bon, on a reconstruit le squelette exactement comme l'an passé, sauf qu'on l'a mis dans l'autre sens. Alors, l'étape maintenant, ça va être de compléter ce squelette composite par tout ce qu'on a découvert à Lundo cette année, c'est-à-dire une partie des carpiens, une grande partie des os longs des membres antérieurs. Il manque des vertèbres, bon, on en a récupéré quelques-unes, ça va être bien. Et puis au niveau de la patte arrière, il manque des os longs, des parties d'os longs, des parties même de diaphyse, d'extrémités d'os longs. Non, elles sont bien, elles plongent là-bas. Voilà, très bien. Très bien. On ne touche plus à rien. Première esquisse d'un colosse de 6 mètres au garrot et 8 mètres de longueur. C'est bien ça. Dès qu'on aura terminé cette étape de reconstruction squelettique,
Évidemment, on va essayer de l'habiller, de donner un profil à l'animal. Donc on va le surligner, on va dessiner le corps autour des membres, en imaginant la masse musculaire, évidemment, puis thorax, tout ça. Et on va surligner d'une ligne blanche pour essayer d'avoir une meilleure idée du corps de l'animal. Tout ça basé évidemment sur la reconstitution du squelette. J'aimerais voir ce que ça donne d'en haut. C'est beau? Ouais, c'est pas mal. À partir des dimensions de la première molaire, un biologiste a trouvé une formule pour déterminer le poids d'un animal. Baluchitherium devait peser une vingtaine de tonnes, le poids de 3 très gros éléphants. Ça me plaît bien. Là. Peut-être rentrer un peu les doigts comme c'est fait là. De marquer un petit peu la différence entre les bouts des doigts. Au Muséum d'histoire naturelle, le jeune paléontologue Pierre-Olivier Antoine, spécialiste des rhinocéros, a mis plusieurs semaines à dessiner d'après nature le premier squelette complet de l'animal. Je viens de mettre la dernière main au crâne. Avec on voit un peu l'évolution par rapport aux os trouvés. Hein. Ce que j'ai fait, c'est à partir de cette reconstitution, qui est malgré tout faussée par la perspective, puisque je sais que vous avez construit une tour. Les effets de parallaxe. Mais vous avez des problèmes là-dessus. Donc j'ai tout simplement anamorphosé, c'est-à-dire que le rectangle de départ est devenu un trapèze. J'ai agrandi et rajouté de la hauteur. Tu as fait ça par informatique. Ah oui, tu l'as redressé au fond. Oui, d'accord. J'ai redressé, ça donne à peu près ça. C'est très bien. Ah oui, c'est là qu'on voit qu'on a fait quelques erreurs. Mais évidemment, du sol, c'est difficile à voir. À plat, on n'a pas de recul non plus. Hein. Difficile d'avoir. On avait le recul de la tour. Bon, ça nous a beaucoup aidé. Et là, donc j'ai. Voilà, donc tu as remonté ça. Le cou est court. Oui. Il y a peut-être un peu trop de vertèbres. Alors chez les rhinos actuels, il y a un nombre variable de vertèbres suivant les espèces. Donc d'accord. En revanche, il y a plus exact. Donc dans le même esprit que la reconstitution, que le dessin du crâne, tu as le membre postérieur. C'est magnifique. Ici. Alors, on va faire un peu de place. On a beau avoir une grande table, il n'y a jamais assez de place. Hein. Le membre antérieur. Et puis le rachis, la colonne vertébrale. D'accord. Donc là, c'est formidable, donc il n'y a plus qu'à assembler. Tout simplement. Au niveau des sacrés, ici, là, le code sacré. Non, c'est un peu plus loin. Un peu plus loin. D'accord. Voilà, là, très bien. Et le crâne. Et la tête. Eh oui, quand même. Elle est à proportion, là? Ouais, là, c'est à proportion. Tout petit. Elle est petite, hein? Eh oui. C'est ça qui est peut-être plus simple. Je quand même. À ton intention. Donc tu as fait l'ensemble? Voilà, d'accord. Et après, j'ai mis les points d'inflexion. C'est la même chose. C'est la même D'accord, échelle. bon, les points d'inflexion. Qui correspondent à toutes les articulations. Et qui vont permettre à ce moment-là d'animer, évidemment, les membres. Déjà, ça devrait permettre aux sculpteurs de se débrouiller plus facilement pour respecter les bonnes proportions. Ils peuvent baisser la tête, relever la tête, ou le faire dans une autre posture. Les sculpteurs au travail, on les entend. C'est assez surprenant. On est tôt le matin aussi, enfin on est tôt. Bon, c'est la boucle complète. Les musiciens travaillent jusqu'à très tard la nuit, évidemment. Le sculpteur anatomiste Jean-Paul Réty a donné chair aux rêves des chercheurs. Voilà, on va plonger quelques millions d'années en arrière. Dévoilons les secrets. C'est pas mal tout ça. Alors, évidemment, je l'ai stabilisé sur une bonne armature. On peut voir un peu une première étape, juste les grandes proportions, à peu près pour retrouver bassin, épaules, musculature, et petit à petit je dégage. Le long cou et la petite tête. Oui, oui. Je pense qu'il y a des raisons mécaniques là aussi.
Oui, parce que si on pense ici à ces muscles-là qui font basculer la tête, étant donné que l'attache est très haute, c'est vrai que grand poids ne peut pas... Ça fait un levier de 2 mètres à 2 mètres 50. Il y a pratiquement 2 mètres de segment cervical et 1 mètre 30 de tête. Ça fait déjà à partir de l'épaule plus de 3 mètres. Et puisque les oreilles manquent ici, j'en ai fait quand même une, un peu plus loin ici. Ah. Alors là, pour l'instant, c'est biface, c'est-à-dire il y a la partie où je cherchais un peu, l'écorché modèle. À partir du squelette, placé à peu près l'orbite, les yeux, avec les plis des paupières, avec effectivement la partie osseuse qui apparaît. Avec la joue. Oui. Là, il est peut-être un peu plus bas. C'est un rhino avec vraisemblablement les yeux assez bas. En imaginant la symétrie, c'est bien. Et est-ce que là, on a intérêt quand même à faire cette petite chose, cette petite panache? C'est amusant, mais est-ce que ça peut être plausible? La plupart des espèces de rhinocéros actuels ont ce panache. Oui. Donc on peut penser... Non, parce que esthétiquement parlant, ça allège un peu tout ça et c'est assez amusant, mais en même temps, il ne faut pas non plus inventer des choses qui ne seraient pas plausibles. Pas très. Là, on commence à buter sur l'os, un peu plus haut, là. Oui, ça pourrait être peut-être carrément des plis un peu plus variés. Oui, c'est pas forcément très régulier. D'après ce que j'en ai vu en tout cas sur les rhinos actuels, c'est pas très. Il est très possible de descendre un peu l'arcade avant toute chose, en réalité. Parce que le modèle de l'orbite est vraiment très bien. Ça me semble bien. C'est faisable, je ferai ça patiemment parce qu'il faut chaque fois que j'essaye de sentir l'os en dessous et pas simplement déplacer un volume. Peut-être même encore un poil plus bas. Et à ce moment-là, je mets une paupière provisoire. Là, il aura la vision un peu trouble. Ah oui, en effet, je sens bien le truc. Là, vous voyez, c'est... Voilà, c'est le petit œil. C'est la bonne taille. Oui, le petit œil est très ramassé. On peut camoufler ça en provisoire. C'est mieux placé, indiscutablement. Né de la glaise, Baluchitherium est à présent mis en équation par les modélisateurs. Puis les infographistes entreprennent d'insuffler la vie aux géants de la création. Jerzy Kullard a la délicate mission de faire le lien entre scientifiques et informaticiens. Avant de faire une animation propre, on est censé faire ce qu'on appelle le skinning, c'est-à-dire que l'enveloppe extérieure qui est saisie raide doit pouvoir se plier aussi. Alors, ce travail-là est en cours, donc c'est pas parfait pour l'instant. Ensuite, donc pour l'animation, on nous a suggéré de se baser sur la démarche d'un éléphant. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les cassettes et on commence par ce qu'on appelle un cycle de marche. Donc, on a essayé un peu les deux démarches et en fait, on attend beaucoup de vos commentaires. Ça, c'est plus proche de l'éléphant. Et ça va pas aller, ça correspond pas du tout au rhinocéros, donc vraisemblablement pas à l'architecture du Baluchitherium. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche avec les pattes trop écartées comme ça? Est-ce que c'est pas plus... En fait, je peux vous montrer de face ou de dos, mais pas à la bonne vitesse. Ça, c'est pas grave, c'est juste pour voir l'écartement, pour voir Non, là, il écarte les coudes. L'angulation, celle de droite. Donc, celle de gauche, on oublie complètement. D'accord. Ok, c'est cool. Les rhinocéros sont des animaux qui ont 3 doigts, là, évidemment c'est représenté correctement, mais avec des doigts latéraux qui sont beaucoup plus courts. Et ça affinera la patte, ça affinera la main et ça correspondra beaucoup plus à la réalité. Enfin, en tout cas, la réalité... à notre réalité. Évidemment, la tête était un peu petite pour voir un mouvement de cou pareil. On le comprendrait mieux d'une tête très lourde comme la tête d'un éléphant.
Mais là, le problème, je c'est vois que le rhinocéros court avec un cou assez raide. Évidemment, là, le cou est plus long. c'est de toute façon de la spéculation, on n'en sait rien, parce que c'est le seul rhinocéros qui a un cou aussi long. Donc c'est vraiment... D'accord, on le voit marche avec mal avec une démarche de poulet quand même, non? Tu sais, chaque fois avançant la tête comme ça, c'était un petit peu trop fort. Ouais. Ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps, c'est de lui trouver une allure comme si il s'est déplacé en troupeau pour aller brouter, par exemple. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, donc maintenant, après, bon, il y a la démarche, ensuite il y a la vitesse. Parce que comme ça me semble aller comme vitesse. C'est des animaux d'une corpulence et d'une taille telle qu'ils n'ont pas besoin d'aller très vite. Oui, c'est pour ça que l'éléphant est une bonne comparaison. Ah, ça va très bien. Oui, à visualiser ce qu'on a plutôt dans notre imagination. Là, on est un peu comme des enfants, on découvre le bébé. Jean-Loup Welcome face à sa créature. Un paisible colosse dont la vie reste nimbée de mystère. À l'école de son village, Kéar, le guerrier Boukti, est venu conter aux enfants l'histoire de Baluchitherium, le rhinocéros si grand qu'il faisait trembler les montagnes. मस्त नवा शल्ले तरब लड़ो से हमारा वरा ओ मन शल्लानो के मना बाजिर समोआ दात जी ओ कर गजी लम्मी बाजिरा जंपा को बुना ओ जी हमा वो जीदा दोस्त टिल्ली से शदीगरा ओ जी हमा वो जीदा दोस्त टिल्ली से शदीगरा ओ बारगे बोरा अदाला डेंगो लाके तीरगा भलो मीर जी थरा जी अबा